beaucoup de diplomates n'ont pas encore compris la situation réelle de notre pays. Vous savez, vous êtes tous comme des officiers. Un officier qui ignore la situation objective est toujours voué à l'échec. Pour pouvoir mieux combattre, il faut connaître la situation réelle. Or, j'ai compris qu'en écoutant différents diplomates, j'ai compris que beaucoup ne connaissent pas la réalité de notre pays. Je le disais avec la représentante de la Banque mondiale, qu'un enfant qui se relève ne peut pas faire la course avec un jeune de 15 ans. Or, le Burundi n'a pas encore passé plus de 10 ans de stabilité. Juste la stabilité commence en 2016. Or, en 2015, nous avons subi aussi une tentative de coup d'État qui nous a freinés, alors qu'on était à la situation de reconstruction de notre pays. Donc, il est impensable de penser que le Burundi soit comme les autres pays de la région, les autres pays africains qui ont été stables pendant des années et des années. Je sais aussi que dans vos discussions, vous faites des analyses critiques sur le Burundi. C'est pour cela que j'ai décidé qu'aujourd'hui soit une belle occasion de vous imprégner de la situation objective du pays pour en tenir compte du contexte dans vos analyses et des conseils que vous nous prodiguez. Si aujourd'hui le Burundi n'est pas développé comme nous le souhaitons tous, ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu de Dieu tout ce qui a été nécessaire pour le développement de son peuple. Cela a été dû aux péripéties de notre histoire. Le Burundi que vous voyez aujourd'hui, c'est un pays ressuscité. Le Burundi a subi beaucoup de péripéties qui ont des conséquences néfastes sur la vie d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'à ce jour, pour vous épargner de tomber dans l'ignorance, je voudrais vous partager notre passé, vous éclairer sur les mots qui ont freiné le rythme de développement et vous partager en même temps nos perspectives d'avenir pour le Burundi meilleur. En effet, tout plan de développement qui ne se base pas sur les leçons tirées de l'histoire, la culture, voire même la philosophie du peuple, est toujours voué à l'échec. Ici, chez nous, nous regrettons fortement le temps perdu et les échecs endurés depuis la colonisation jusqu'à la fin de la guerre en 2008. Le dernier mouvement, Robert au Burundi, a déposé les armes en 2008. Le dernier mouvement. Sinon, depuis l'indépendance, on n'avait pas 10 ans d'accalmie. Les gouvernements qui se sont succédés se sont focalisés sur le moins utile, oubliant l'essentiel qui est la recherche du bien-être des citoyens. Le manque de leadership visionnaire dans le pays pendant des décennies a perturbé le cours de notre histoire sur le développement socio-économique. Je vous dirais, Excellences, Mesdames, Messieurs, qu'avant l'arrivée des colonisateurs, les Burundais vivaient en parfaite harmonie dans les royaumes, parlant une même langue, rendant un culte à un même Dieu, Imana. Le même Dieu que nous rendons la culte aujourd'hui, les Burundais le connaissaient bien avant la colonisation. Les Burundais obéissaient à un même chef d'État, Umwami, qui était le père des Barundi. Au Burundi, ce n'est pas le père de la nation, c'est le père des Barundi parce que nous constituons
une seule famille. La solidarité des Burundais se manifestait non seulement dans les activités socio-économiques, comme le mouvement collectif dans l'agriculture qu'on appelait Ikibiri, qui reflète les coopératives du monde moderne. Aussi par la résistance devant une attaque dirigée contre le Burundi. En ces jours-là, l'ennemi du pays était combattu par tous les Burundais, issus de toutes les couches sociales. C'est ainsi que la résistance des Burundais contre les esclavagistes de Mohamed bin Khalfan, surnommé Lumariza. Lumariza, ça vient du mot Swahili. Comme il est passé par Zanzibar, il disait Mariza Wote. Les Burundais ont résisté et lui, il voulait exterminer tous les Burundais qui résistent. Et il disait en Swahili Mariza Wote. Et les Burundais l'ont appelé Lumariza. Les Burundais aussi ont résisté contre la colonisation allemande pendant 7 ans. Et cette résistance a été couronnée de succès. Cela n'aurait pas été possible si les Burundais n'étaient pas unis autour d'un même chef. Le Burundi avait déjà un pouvoir bien organisé et une armée bien organisée qui puisse résister à toute attaque étrangère. Avec la prise de pouvoir par les Allemands, là aussi, les Allemands ont pris le pouvoir par des négociations. Il y a eu des négociations à Kiganda, c'est au centre du pays à Morangean. Et à l'issue de ces négociations, il y a eu un traité de Kiganda de 1903. Imaginez-vous, depuis 1896 jusqu'en 2003, c'était la résistance. Cette unité a été battue en brèche. Les Burundais ont été divisés en ethnies sur la base des clichés caricaturaux. Imaginez-vous, pour diviser les Burundais, on regardait seulement la taille, la longueur du nez et aussi la caricature de la tête. Et on disait, tel est Hutu parce qu'il a une taille courte, alors que son frère qui a une taille lancée devenait Tutsi. Imaginez-vous chercher comment diviser un peuple. Souvent, quand je fais cette analyse, je me dis qu'il n'y avait pas d'autre choix que de diviser ce peuple combattant et résistant pour le vaincre. Il n'y avait pas d'autre choix. Même dans la Bible, souvenez-vous de Babel, où on voulait construire un grand building qui va atteindre le ciel. Et Dieu, pour pouvoir les empêcher à continuer à construire, il les a divisés en brouillant leur langue. Si tu demandes le sable, on vous donne l'eau, parce que vous ne parlez pas la même langue. C'est cela ce qui s'est passé dans notre pays. Puis après, trouvant qu'il est difficile de civiliser un peuple déjà civilisé, ils ont détruit toutes les valeurs, allant du non-respect de la vie humaine à la trahison vis-à-vis de la patrie. Ici, dans notre pays, l'être humain, non seulement l'être humain, tout ce qui est vivant était respecté. Imaginez-vous, c'était de coutume, l'interdiction par exemple de tuer un lézard. On disait que si tu tues un lézard, ta mère va se casser les seins. Pour seulement enseigner les Burundais à être des humains. On ne pouvait pas accepter un enfant de pointer le doigt sur la courge. On disait que ça va pourrir. Tout cela dans le cadre de faire respecter tout ce qui est vivant. Et le Burundi, vraiment, c'était un peuple civilisé, éduqué, qui se gouvernait lui-même. L'historien français Jean-Pierre Chrétien
raconte dans son livre qu'à l'époque monarchique, le roi pouvait réunir à moins d'oreillers un nombre considérable de guerriers qui pouvaient dérouter l'ennemi à la première secousse. C'est ce qu'il a écrit après avoir analysé le peuple de ce pays. Ces guerriers ne se sont jamais prévalus de Tutsi, de Twa, de Hutu. Ils se sentaient burundais. Aujourd'hui, il y a même ceux qui s'étonnent parce que cet esprit ethnique est terminé maintenant. Tous les Burundais sont des Burundais. Mais ça commence quand? Avant, on se sentait Hutu, Tutsi, Twa. Alors qu'il n'y a pas d'État Hutu, d'État Tutsi et d'État Twa. Alors on a oublié la patrie, le Burundi, parce que les gens commençaient à considérer leurs frères comme des étrangers et non comme des frères. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un pays africain. En 1896, avait une armée nationale forte pour résister à une grande puissance comme l'Allemagne, et cela pendant 7 ans. Et sont sans armes modernes, combattant avec des lances et des flèches. Tout cela n'aurait pas été possible sans cette conscience d'appartenance à un même peuple, à une même nation, à un même destin, une conscience que la colonisation est venue chambouler. Voilà pourquoi, dans mes messages à la nation, toujours, j'invite chaque fois les Burundais à bâtir notre pays en prenant référence à notre histoire, à notre culture, au mode de vie de nos aïeux, surtout sur le plan moral, éthique, social et politique. Les valeurs des Burundais se manifestaient à travers l'amour, l'entraide mutuelle, la serviabilité sans faille, le respect de la vie. Ici au Burundi, si une maman mettait au monde des jumeaux par exemple, tout le monde était appelé à aller l'assister. C'est une solidarité incomparable qui se trouvait dans notre pays. Les Burundais avaient un seul roi qu'ils considéraient comme père des Barundi. C'est Barundi. Ça m'intéresse beaucoup. C'est Barundi, c'est papa des Barundi. Même le président aujourd'hui, vous voyez que nous constituons une famille, il est papa des Barundi. Dans d'autres États, on dit père de la nation, mais chez nous, papa des Barundi. Celui-ci, le roi, était le garant de l'unité, de la paix et du bien-être de tous. Il était assisté par ses représentants dans les différentes entités territoriales pour remplir ses fonctions de père de famille. Le Burundi était organisé jusqu'au chef de 10 ménages. Ça nous étonne souvent quand nous lisons la Bible, où ils étaient organisés, les Israéliens étaient organisés jusqu'au chef de 10. Chez nous, depuis le roi, on allait jusqu'au chef de 10 ménages. Après le chef de 10 ménages, c'est le chef de famille. C'était un royaume très bien organisé. Du point de vue économique, le pays se démarquait déjà par son développement agropastoral, par son industrie de fer. Déjà, on avait une industrie de fer avant le XIIIe siècle. L'industrie de cuivre et de textile, la poterie, la menuiserie et le commerce tant à l'intérieur et à l'extérieur. Imaginez-vous les Burundais aller vendre les roues à Uvinza pour ramener le sel de Uvinza. Ils faisaient du commerce. Les Burundais quittaient le Burundi à pied pour aller en Ouganda faire du commerce. Les Burundais vendaient leurs produits dans toute la région. C'est pour cela que vous, si vous demandez à un jeune de plus de 90 ans, il va vous parler de Manamba. Manamba, c'est Morogoro en Tanzanie. Parce qu'au travail, il disait « My number is ». Et les Burundais ont appelé cette région Manamba. Quand ils vont à Morogoro, ils allaient à Morogoro, ils disaient « Je vais à Manamba ».
parce que le mot my number is pour les travailleurs. Ils avaient déjà initié les mouvements de coopérative et ils travaillaient en groupement. Ils connaissaient déjà la transformation agroalimentaire. Là, je peux vous donner un exemple. Bon, le beurre, par exemple, ils fabriquaient le beurre. Mais ce qui est très important, ils pouvaient conserver la viande pendant plus d'une année sans qu'elle ne s'avarie. C'est la viande qu'on appelait ikindi. Ici au Burundi, quand on vous dit laissez-moi, ce n'est pas ikindi. La viande était très savoureuse, de telle manière que tu peux refuser de lui donner toute chose hormis cette viande ikindi. Donc, les Burundais savaient la transformation agroalimentaire, la conservation des grains. Ils avaient des greniers qui sont bien fabriqués. On s'étonne aujourd'hui quand nous ne pouvons même pas faire un hangar qui est capable de préserver les grains pendant une année, alors que ces Burundais anciens le faisaient. Mais hélas, petit à petit, par la colonisation, le Burundi est devenu comme une propriété privée des dirigeants qui le géraient comme bon leur semble, comme une propriété familiale. Dans la suite, cette idéologie de s'accaparer de la chose publique pour la mettre dans une poignée d'individus deviendra, même après l'indépendance, une mine qui va se répercuter sur la vie socio-économique du Burundi d'aujourd'hui. Le Burundi a été transformé par cette idéologie coloniale qui nous a empêchés de continuer dans la voie de nos aïeux. Imaginez-vous si on avait continué à améliorer l'industrie de fer, par exemple. Si on fabriquait des roues avant la colonisation, on serait où aujourd'hui? Mais aujourd'hui, nous pouvons rencontrer un docteur en géologie qui ne sait même pas où se trouvaient ces minéraux. On doit faire recours à un étranger pour nous montrer où se trouvaient ces minéraux. Alors que déjà, le cuivre est ici, le fer est ici, ce sont des montagnes. Maintenant, on est en train de faire des recherches. Nous avons trouvé que le fer que nous avons ici au Burundi, c'est inquantifiable. Inquantifiable. Ceci a atteint psychologiquement les citoyens burundais. Dans les écoles, on cessera d'enseigner l'histoire réelle du pays et le mode de vie des Burundais anciens. Tout cela dans l'objectif de déraciner et de déculturer les générations et effacer de la mémoire collective le souvenir de nos valeurs ancestrales et les perspectives d'avenir. Dans les écoles, même moi, on m'a enseigné que le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. On nous enseignait cela à l'école. On nous montrait d'autres pays qui ont des minéraux. Mais le Burundi, on disait que le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Que le minerai que nous avons seulement, c'est la tourbe. Mais voilà, aujourd'hui, on découvre autre chose. Et malheureusement, quand on a trouvé certaines zones de gisement de minerais, par exemple à Kirundo, j'ai trouvé qu'il y a des tunnels de plus de 300 mètres où on extrayait les minerais. Mais malheureusement, on ne nous a pas dévoilé cela. Après le départ, ils ont dit que cette zone est une réserve naturelle et que celui qui va y piétiner, il sera puni. C'est aujourd'hui qu'on commence à découvrir cela. À Gitega, dans le centre, j'ai visité, j'ai vu des tunnels de plus de 100 mètres où on extrayait les minerais. Mais à leur départ, ils ont bouché pour que les Burundis n'en sachent pas. Si réellement c'était des amis, pourquoi ils ne nous montraient pas où se trouvent nos richesses, mais ils se contentaient seulement de nous donner des aides. Même là, quand on vous donne une aide, si par exemple vous donnez du ciment à quelqu'un pour construire sa maison, et s'il ne construit pas, pourquoi ne pas venir lui dire, je t'ai donné du ciment, montrez-moi ce que tu as fait avec ce ciment. Si les aides réellement c'était pour nous aider à nous développer, si vous comptabilisez l'effort qu'on a mis au Burundi depuis l'indépendance, le Burundi serait un pays très développé.
Imaginez-vous, c'est un capital normalement de développement. Pourquoi on ne nous demande pas où est-ce que vous avez mis les fonds qu'on vous a donnés?